J'ai compris que j'étais invisible le jour où mon patron, Damien, a levé son verre au pot de fin de trimestre. Encore une année record, une performance impeccable à tous les niveaux, a-t-il lancé, sa voix portant sans effort au-dessus de la grande table en bois laqué, sous la lumière blafarde des dalles LED. Des applaudissements polis ont crépité, quelques rires forcés ont fusé, mais pas un seul regard ne s'est tourné vers moi. Cette performance impeccable, c'était la mienne. Les bugs corrigés au milieu de la nuit pour éviter le plantage en pleine démo client. Les patchs de sécurité installés à 3 heures du matin, pendant que le spectacle de l'école de ma fille tournait en sourdine dans un coin de l'écran. Toutes ces solutions silencieuses, ces catastrophes évitées avant même que quiconque n'ait senti l'odeur du brûlé. Le produit portait le logo de la boîte, mais le code qui le faisait vivre, c'était le mien. Je ne cherchais pas la reconnaissance, du moins au début. Ce rôle de colonne vertébrale discrète me convenait. C'est drôle comme l'invisibilité passe de refuge à prison quand on finit par la remarquer. Et Damien, lui, l'avait remarqué depuis longtemps. Évidemment, il s'en nourrissait. Il n'était pas du genre à hurler ou à taper du poing sur la table, pas son style. Il se contentait de s'adosser à son fauteuil ergonomique hors de prix, de croiser les jambes et de pencher la tête avec l'air d'un prof déçu. Et puis la lame tombait. Ah, Léa, intéressant, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Une simple question, assez tranchante pour fendre l'air devant une dizaine de collègues médusés. Il formulait ça comme une curiosité, mais tout le monde comprenait la pique. Une humiliation publique déguisée en remarque constructive. Et que faire quand votre prêt immobilier dépend de cette pique? On sourit, on hoche la tête, et on classe ça avec toutes les autres vexations qu'on feint d'ignorer. J'en ai classé beaucoup. Comme cette fois où Damien a plaisanté pendant un afterwork dans un bar bruyant du quartier. Si Léa partait, le système flancherait peut-être 5 minutes, le temps de trouver un freelance moins cher en Bulgarie. Tout le monde a ri. J'ai ri aussi. Mais ces mots se sont gravés dans ma mémoire, juste à côté de son éternel sourire en coin. Ce sourire, c'était devenu la ponctuation de ma carrière. Chaque fois qu'un projet réussissait, Damien était en première ligne sur la newsletter interne, bras croisés devant un tableau blanc couvert de mon écriture. Après, il me tapotait l'épaule en disant « Tu as un vrai esprit d'équipe, Léa. Moins une médaille qu'une paire de menottes. » Il jouait avec les gens comme avec des pièces sur un échiquier. Une de mes collègues, une développeuse senior brillante, a vu ses projets soudainement réattribués à des juniors, jusqu'à ce que ses journées se résument à répondre à des mails sans importance. 6 semaines plus tard, elle a posé sa dème. Damien a joué la surprise, l'air trahi. Nous, on savait. Maintenir les gens dans l'incertitude les rendait dociles. Et moi, je restais silencieuse. Je continuais de venir, carnet ouvert, yeux baissés, la personne fiable, la valeur sûre, celle qu'on appelle à 2 heures du matin quand tout implose. Mais il y a une étrange puissance à être sous-estimée. Damien pensait avoir toutes les cartes en main, me voyant comme un simple rouage. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que pendant qu'il s'amusait à manœuvrer ses pions, je jouais une toute autre partie, une partie plus longue. À l'époque, je ne savais pas quand ni comment la situation se retournerait, je savais seulement que la roue tournerait. Et ce jour-là, je ne ferais pas de vagues, je ferais ce que je savais faire de mieux, préparer le terrain, tranquillement, méticuleusement, jusqu'à ce que le coup final soit inévitable. Pourtant, je ne m'attendais pas à ce que ça commence ainsi. C'était un mardi, évidemment. Les mauvaises nouvelles frappent toujours plus fort le mardi, quand le week-end est un souvenir lointain et le suivant une chimère. Je venais de démêler une fuite de mémoire catastrophique qui plombait les performances des serveurs depuis des mois, quand l'assistante de Damien est apparue à mon bureau, tapotant sur sa tablette comme si elle lisait une notice administrative. « Damien veut te voir, la RH sera là. » Cette combinaison, patron plus RH, ce n'est pas une réunion, c'est une exécution. Son bureau d'angle, un aquarium de verre perché au-dessus de l'open space, me paraissait immense. Le traverser, c'était comme monter sur une scène. Le cliquetis des claviers a ralenti, les conversations se sont tues. Chaque paire d'yeux s'est levé juste assez longtemps pour enregistrer l'information. Quelqu'un va tomber. Damien était avachi dans son fauteuil quand je suis entré, une cheville nonchalamment posée sur son genou. Un homme qui répétait son détachement.
À côté de lui, une femme des RH tenait un dossier sur ses genoux. Elle arborait le sourire plastifié de celles qui ont appris la procédure par cœur. « Allons droit au but », a dit Damien, aussi lisse que s'il concluait une vente de routine. « Nous procédons à une restructuration et, malheureusement, nous allons devoir nous séparer de vous. » La RH a fait glisser la liasse de documents sur le bureau comme un serveur présente l'addition. « Avec effet immédiat », a-t-elle ajouté d'un ton sans appel. Puis est venu le coup de grâce de Damien. Ses lèvres se sont étirées en ce sourire en coin trop familier. « Faites vos cartons et n'oubliez pas votre plante ridicule. » Ces mots m'ont frappé plus durement que le licenciement lui-même. Cette plante, un petit pothos que j'avais soigné à travers les déménagements de bureaux et les hivers où le chauffage tournait à peine, avait tout survécu. À cet instant, elle était plus vivante que ma carrière, et Damien en avait fait une chute de blague. Un agent de sécurité m'a raccompagné jusqu'à la sortie. Mon badge était démagnétisé avant même que j'atteigne l'accueil. Les gens me regardaient sans un mot, public silencieux de la fin d'un spectacle qu'ils suivaient depuis des années. Pour Damien, c'était échec et mat. Mais en sortant dans l'air vif du soir, serrant un carton d'où se balançait ma plante, je n'étais pas anéanti. Je ne paniquais pas en pensant au crédit ou à mon CV. Car bien rangé chez moi, dans un dossier dont Damien ignorait tout, il y avait quelque chose qui ferait passer ces jeux de pouvoir pour des gamineries. Et le lendemain matin, il allait découvrir à quel point il s'était trompé. 3 étoiles. 2 ans avant ça, j'étais penché sur la table de ma cuisine, à 1h du matin bien tassé. L'appartement était plongé dans le noir, à l'exception de la lueur bleutée de mon ordinateur. Une barquette de Bourbon vide traînait sur le côté. Les dessins de ma fille étaient éparpillés sous mon coude. Elle dormait dans la chambre d'à côté, sa respiration douce et régulière. Moi, j'étais bien réveillé, obsédé par une idée qui ne me laissait aucun repos. Ça ne faisait même pas partie de ma fiche de poste. Personne ne m'avait rien demandé. Mais parfois, un problème vous ronge si longtemps que le résoudre devient une nécessité vitale. Notre système était un millefeuille de rustine. Les processus tournaient en boucle, les données se traînaient sur des chemins inefficaces et chaque nouveau client faisait exploser les coûts d'infrastructure. En surface, tout fonctionnait bien, mais ce bien coûtait à l'entreprise des fortunes en temps de traitement gaspillé. Et si on pouvait tout faire plus proprement? Alors j'ai bricolé. Les soirs, les week-ends, les minutes volées en réchauffant des restes. J'ai rempli des carnets de schémas, de diagrammes, de formules à moitié abouties. Et puis, une nuit, le déclic. Une architecture allégée, débarrassée de ses redondances, élégante dans sa simplicité. Quand j'ai lancé le premier test, le ventilateur de mon Mac s'est emballé, un sifflement familier qui précédait toujours les moments de vérité. Puis les chiffres sont apparus. 30% de ressources en moins, aucune perte de vitesse. Mes mains flottaient au-dessus du clavier. C'était comme découvrir une porte secrète dans une maison qu'on pensait connaître par cœur. Je suis restée assise là, en silence, à contempler le résultat. Je savais ce que j'avais, et surtout, je savais que ça n'appartenait pas à l'entreprise. Écrit sur mon propre matériel, chaque ligne était de moi. Juste moi, un problème tenace et trop de nuits blanches. La semaine suivante, j'ai déposé une enveloppe solo auprès de l'INPI. Mon nom, ma création, ma protection. Une simple démarche en ligne, un horodatage, un email de confirmation qui est arrivé discrètement dans ma boîte de réception. Cette confirmation pesait plus lourd que n'importe quelle prime de Damien. Je n'ai rien dit à personne. Ce n'était pas une question de secret, mais de survie. Pendant des mois, ce dépôt a dormi. Une assurance, un drapeau planté sur un territoire dont personne ne soupçonnait encore la valeur. Jusqu'à une pause déjeuner. Je discutais avec un autre ingénieur à la cantine d'entreprise quand j'ai mentionné mon projet personnel. Pas les détails, juste le concept. Une structure plus propre, un moyen d'élaguer les processus superflus. Il a hoché la tête poliment. La conversation a dévié, je n'y ai plus pensé. 2 mois plus tard, je l'ai vu. Une nouvelle mise à jour venait d'être déployée. Enfoui dans les notes de version se trouvait un squelette familier. Pas mon code exact, mais ma méthode, ma structure. Mon empreinte sur le travail de quelqu'un d'autre. Mon estomac s'est noué. Il n'avait pas volé l'idée,
Ils l'avaient absorbée, reconstituée à leur façon et mise en production. Je suis allé voir le service juridique. On m'a expliqué, avec une patience condescendante, que tant que je n'exploitais pas commercialement mon projet, il n'y avait pas de préjudice avéré. Dossier clos. Je suis sorti de ce bureau avec 2 certitudes. 1. Ils ne voyaient pas la valeur de ce qu'ils avaient. 2. Ils ne réalisaient pas à quel point ils construisaient dessus. Au cours de l'année suivante, mon architecture s'est propagée comme une traînée de poudre. D'abord, elle a servi de socle à un outil pour un client. Puis, elle est devenue la colonne vertébrale d'une nouvelle fonctionnalité d'analyse dont Damien s'est vanté au salon Vivatech. Finalement, elle s'est tissée au cœur même du système de l'entreprise, invisible mais essentielle, comme des poutres d'acier cachées dans le béton. Chaque nouvelle version s'appuyait un peu plus sur l'architecture que j'avais esquissée sur la table de ma cuisine. Et à chaque fois, je le notais, par précaution. Date, version, dépendance, annonce publique croisée avec mon dépôt initial. Pièce par pièce, je constituais la preuve que les fondations mêmes de l'empire de Damien reposaient sur quelque chose qui ne lui appartenait pas. Au fond de moi, je savais que je n'étais pas impuissante, je n'étais pas remplaçable, parce que quelque part dans le tiroir de mon bureau, un dossier s'épaississait, et un jour, par choix ou par contrainte, j'allais devoir l'ouvrir. Le jour venu, j'ai appelé Maître Dubois, un avocat spécialisé en propriété intellectuelle, le genre d'homme capable de transformer un document juridique en scalpel. Précis, chirurgical, dangereux. Nous nous sommes vus dans son cabinet exigu, un de ces bureaux parisiens où les classeurs s'empilent comme de vieux soldats et où le parquet craque à chaque pas. L'air sentait le papier et le café froid. J'ai fait glisser le dossier sur son bureau. « Il est temps », ai-je dit. Il a haussé un sourcil. Il a feuilleté les documents, page après page. Son front s'est plissé. « Vous avez écrit tout ça en dehors de vos heures de travail ?» a-t-il fini par demander. Chaque ligne, mon ordinateur, mes sauvegardes, mes horodatages, j'ai tout. Il a hoché la tête lentement. Bien, parce qu'une fois le brevet déposé, il n'y aura plus de zone grise. Vous en serez l'unique propriétaire. Et s'il l'utilise... Il l'utilise déjà, l'ai-je coupé, la voix ferme. C'est en production. Maître Dubois s'est adossé à son fauteuil. Alors, ils sont déjà en infraction. Nous avons passé les 3 heures suivantes à affûter chaque clause. C'était ma propriété intellectuelle. Toute utilisation sans accord de licence constituerait une contrefaçon. « Considérez ça comme une mine, Léa, a-t-il dit. Elle reste là, silencieuse, jusqu'à ce que quelqu'un pose le pied dessus. Et là, tout explose. » J'ai signé. L'après-midi même, mon idée était protégée par un brevet en bonne et due forme. Juste une soumission en ligne et la certitude que le piège était maintenant armé. Ensuite sont venues les rumeurs, mon nom murmuré dans les couloirs, des mots comme « restructuration ». Une collègue de confiance m'a prise à part. « Fais gaffe, Léa, Damien pose des questions bizarres, pour savoir si ton poste est vraiment essentiel. » Essentiel. J'étais celle qui empêchait leur système de s'effondrer, et Damien s'était convaincu que j'étais superflu. Il pensait m'encercler. Il n'avait aucune idée que la goupille était déjà retirée. Lorsque la hache tomberait, Damien ne se contenterait pas de me couper la tête. Il marcherait droit sur la mine, avec son propre nom gravé dessus. Le soir de mon licenciement, je n'ai pas hurlé. Je me suis assise à ma table de cuisine, celle-là même où tout avait commencé. Mon ordinateur était ouvert. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à Hélène Richard, directrice produit chez notre plus grand concurrent. J'ai appelé. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Léa, quelle surprise, je vous écoute. Je ne suis pas passé par 4 chemins. J'ai quelque chose qui va vous intéresser. » Son ton a changé. Je lui ai tout expliqué. Le développement indépendant, la chaîne de propriété irréprochable, le brevet à mon nom. Et le clou du spectacle, l'entreprise qu'elle combattait avait bâti sa technologie principale dessus, sans aucun droit. Un silence. « Envoyez-moi tout, maintenant. » À minuit, les contrats passaient par leur service juridique. À 2 heures du matin, j'avais un accord signé dans ma boîte mail. La partie était terminée. Le lendemain matin, à 9h12,
le monde de Damien a volé en éclats. L'entreprise d'Hélène a publié un communiqué de presse. Innovatech acquiert les droits exclusifs d'un algorithme révolutionnaire, moteur de ces systèmes de nouvelle génération. Pas besoin de nommer la boîte de Damien, tout le secteur savait. À 10 heures, le cours de l'action a décroché de 6%. C'est là que les appels ont commencé. Une amie de la compta m'envoyait des textos. 10h23, le directeur technique est en furie. 10h41, conférence téléphonique en haut-parleur, tout l'étage entend. 10h47, il démolit Damien. J'imaginais la scène. La voix du directeur technique crachant du haut-parleur. Ce que je ne comprends pas, Damien, c'est pourquoi ton nom est associé à ce brevet et pourquoi depuis ce matin, il est sous licence exclusive de notre plus grand concurrent. Mon ami a retranscrit la suite, le silence, puis Damien bredouillant. C'était dans le cadre du processus de documentation. J'ai supervisé. Le directeur technique l'a coupé net. Tu as insisté pour y associer ton nom. Et maintenant, tous les investisseurs pensent que tu as personnellement offert notre technologie de base à la concurrence. Dans ces cercles, la perception est tout. Si votre nom est sur le problème, vous êtes le problème. À midi, les blogs spécialisés titraient « Comment un cadre a offert sa technologie sur un plateau d'argent ». Damien avait passé des années à me rendre invisible. Désormais, il ne pouvait plus disparaître. Ce soir-là, pendant que son empire s'effondrait, j'ai arrosé le pothos qu'il avait jugé ridicule. Mon téléphone a vibré. Conseil d'administration d'urgence. Damien a l'air d'avoir pris 10 ans d'un coup. Je l'imaginais, regardant le conseil chiffrer les millions de pertes, les investisseurs exiger des réponses, les clients menacés de partir. Le plus beau, c'est que je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais enfreint aucune loi. La vengeance, ai-je réalisé, ce n'est pas un feu d'artifice. C'est la précision, la patience. C'est laisser les arrogants creuser leur propre tombe pendant que vous tenez tranquillement la pelle. À la fin de la semaine, Damien était parti. Une démission officielle. Il était passé de visage de l'innovation à bouc émissaire du désastre en moins de 72 heures. Moi, je n'ai pas jubilé. Ma fille et moi avons pris notre petit déjeuner sans que je vérifie les serveurs sur mon téléphone. Je l'ai accompagnée à l'école, le soleil du matin sur le visage, et chaque matin, j'arrosais la plante. Damien pensait qu'elle était une blague, le symbole de ma défaite. Mais elle était devenue autre chose, la preuve que ce qui est négligé, ignoré et moqué peut grandir jusqu'à devenir inarrêtable. Non, la personne la plus discrète dans une pièce n'est pas la plus faible. Parfois, c'est elle qui tient le détonateur.